Bi-déter, c'est avant tout un mantra. La détermination contre le déterminisme social, la détermination face aux doutes de l'entrepreneur, la détermination face aux échecs. Bi-déter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés, une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux, une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans Bi-déter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Cette semaine, je reçois Oussama Ezzaz. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es le fondateur du podcast Artisans de l'Esprit. Qu'est-ce que ça te fait finalement d'être de l'autre côté aujourd'hui, d'être à la place de l'invité et pas de l'intervieweur ? Eh bien, ça change parce que déjà, ça fait beaucoup moins de travail. Et c'est agréable. Il y a une petite pression quand même parce que j'attache une importance à ce que je dois dire. Mais c'est agréable, c'est valorisant. J'ai été voir ton podcast, j'ai été écouter évidemment, et la baseline de ton podcast, c'est n'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. Elle commence où ton histoire à toi ? Oh, elle commence à Compiègne, dans le 60. Faut savoir que j'ai grandi en province et j'ai grandi dans un quartier. Et pour moi, il y a deux éléments essentiels. C'est vraiment la vie sans Internet et la vie après, quand il y a le digital qui arrive. Et pour moi, c'est une transformation qui a changé littéralement ma vie. Parce que quand j'étais jeune, quand on se retrouvait tous ensemble dehors, déjà, on était toujours plus ou moins nombreux. Et il y avait au max, le digital qu'il y avait, c'était l'interphone pour sonner, quoi. Et encore, on l'a pas eu tout de suite, tu vois. C'est une petite version du digital. Et en fait, c'était souvent, on nous appelait en bas, Oussama, on montait toquer vite fait quand c'était pas trop haut. Et puis on se réunissait tous dehors et puis on passait des magnifiques moments. Du vélo, du foot, du bac à sable, des billes. Et ensuite, il y a eu l'avènement de l'ère Internet qui a fait que malheureusement, il y a eu un peu plus de distance avec les potes, etc. En plus des déménagements, etc. Et ça crée un autre environnement. Et moi qui suis un peu observateur et peut-être un peu sensible aussi, j'ai grandi avec ce deuxième côté-là, on va dire. Un peu plus en distance avec les gens, parce qu'on avait moins l'habitude, moins le temps de se voir, malheureusement. Du coup, t'as un regard un peu négatif sur le digital ou... Non, j'essaie d'avoir un regard objectif. C'est juste qu'en termes de nostalgie, je regrette un peu l'aspect un peu plus spontané, on va dire. Qu'est-ce qui t'a amené à partir de Compiègne et à faire ta vie ? Quel a été ton cheminement jusqu'à ce que tu deviennes fondateur de ce podcast ? Beaucoup de frustration. Pour le coup, là, c'est négatif. Ouais. Beaucoup de frustration parce que je me suis toujours senti un peu comme un électron libre. Et à Compiègne, j'ai été très limité. Ne serait-ce que dans le fait de vouloir trouver un job, ça a été très difficile pour moi. Pour être très honnête, j'ai jamais pu trouver de travail à Compiègne. Et j'ai dû un peu aller sortir des frontières de cette ville-là pour trouver un job. Et notamment venir à Paris. Même si c'était un travail d'usine, au moins c'était la première fois de ma vie qu'on me proposait un CDD de 3 mois, renouvelable. Et c'était quelque chose que je pouvais pas refuser à cette époque. J'ai regardé le teaser de ton podcast et j'ai l'impression que tu parles beaucoup de ton exigence envers toi-même. J'ai l'impression que c'est un peu ta colonne vertébrale. Ouais. D'où ça vient, cette exigence ? Je pense que c'est un trait de caractère. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une sensibilité qui fait que peut-être que je suis plus réceptif que d'autres personnes à certaines émotions ou certains comportements. Et moi, j'attache une forte importance au fait de respecter ses engagements. Et quand on reprend l'exemple du travail ou même du stage, parce que même les stages, je trouvais pas en réalité, on me promettait des stages, etc. Et puis quand on me disait finalement non ou qu'on me répondait plus, il y avait une forme de révolte, un peu de frustration.
qui fait que je me suis rapidement mis en tête que je pouvais compter que sur moi-même. Donc c'est vrai, ça part vraiment de là, cette exigence. Mais est-ce qu'à un moment, tu pousses pas l'exigence trop loin et que ça se retourne pas un peu contre toi quand même? Ouais, ça je l'ai appris récemment. C'est qu'en fait, on peut avoir autant de belles valeurs ou de qualités qu'on veut. Bah, d'une certaine manière, on n'a pas forcément des défauts, mais il y a une partie sombre dans ces valeurs-là. Et j'ai compris que parfois, il faut aussi apprendre à demander de l'aide. Et c'est pas de la faiblesse, c'est peut-être un peu de vulnérabilité, mais c'est ce que je trouve beau dans la vulnérabilité, c'est ça. Et pour moi, c'est une qualité d'être vulnérable. Vers qui tu te tournes quand tu as besoin d'aide, justement? Vers quelqu'un de plus expérimenté que moi, qui a traversé ce que j'ai traversé, que ce soit dans le privé ou dans le professionnel. Et quelqu'un qui est capable de trouver les bons mots. Pas simplement dire « ouais, t'as foiré, t'es claqué » ou je sais pas quoi. C'est pas, enfin, y a pas de... Il me faut impérativement un vrai feedback et quelque chose de sensé et de sage. Pas dans le jugement, quoi. Ça peut être le jugement s'il est constructif et s'il y a une sagesse derrière. Pas juste pour dire je suis au-dessus de toi, je suis passé par là, je sais ce que tu dois faire, écoute-moi et puis c'est tout. Ça m'intéresse pas. Tout de suite, je prends de la distance par rapport à ça. J'aime beaucoup quand la personne fait preuve de pédagogie et de bienveillance. Dans ton parcours, tu parlais d'un premier boulot en usine. Qu'est-ce qui t'a amené de ce premier boulot en usine au podcast? Un long cheminement. Ça tombe bien, on a le temps. Eh ben, très bien. Le podcast, il n'est pas venu tout de suite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, quand je travaille à l'usine, j'ai pas du tout de temps de repos. Je fais Compiègne, Aulnay-sous-Bois tous les jours. Ouais. Je fais les 2-8, donc je suis une fois du matin, une fois d'après-midi. Et c'est un travail à la chaîne, donc c'est très fatigant, c'est épuisant mentalement et physiquement. Mais je tiens le coup parce que j'ai cette force mentale qui me permet d'aller au bout des choses. Ne serait-ce que par rapport au fait que, pour moi, ça a de l'importance de s'engager. Et donc, je suis extrêmement fatigué. Et les week-ends, je les passe à me reposer et à aller faire un foot, parce qu'à ce moment-là, je jouais en club. Et un jour, en rentrant d'un match, j'ai un grave accident de voiture qui apporte des séquelles physiques, mais surtout qui me pousse à me remettre en question. Et je me dis que justement, on est en France, je peux avoir accès aux études, même si j'avais pas forcément une belle expérience liée à l'étude ou je me sentais pas aligné avec les études. Je me suis dit peut-être aujourd'hui le seul moyen de faire quelque chose de mieux, c'est de passer par l'université. Et donc à ce moment-là, je me pose une question très simple, c'est qu'est-ce que je peux faire que j'aime vraiment? Et à ce moment-là, c'était le sport. Et puis je me rends compte qu'il y a une fac de sport qui s'appelle... il y a une filière sportive qui s'appelle STAPS à l'université de Nanterre. Et c'est là où tout le cheminement se met en œuvre. Et à ce moment-là, j'ai extrêmement peur. Au fond de moi, j'ai pas du tout confiance et tout. Mais vu que j'ai le dos au mur, eh ben c'est pas grave. J'avance quand même. Et c'est ça, c'est là où j'ai puisé pour la première fois la force. Et c'est là où pour la première fois de ma vie, je me suis réellement écouté sans demander conseil à quelqu'un. Tu vas au bout de tes études? Quasiment. J'arrive en 3e année de licence, mais j'ai des problèmes de santé qui font que je suis obligé d'arrêter. C'était très difficile pour moi parce que déjà, je suis pas studieux de base. Enfin, je suis très studieux, mais pas au sens scolaire du terme. C'est ça, mais pas au sens scolaire du terme. Et en fait, je redouble une fois sur 2 quasiment. Donc je passe avec beaucoup de difficultés et tout, mais j'y arrive. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a mon corps qui me dit stop. Au fond de moi, peut-être que j'avais pas envie, peut-être que c'était pas ce dont j'avais envie de faire, etc. Et au même moment, il y a la graine entrepreneuriale qui arrive et je commence à découvrir le développement personnel, etc. Et c'est comme ça que je commence à me dire, peut-être que je vais m'orienter vers ce domaine-là. Ça a l'air très intéressant, je connaissais pas et tout. Et de fil en aiguille, je commence à me documenter et petit à petit me former, quoi. Quel est ton rapport à l'échec ? Aujourd'hui, mon rapport à l'échec. Aujourd'hui, je l'embrasse. Aujourd'hui, je le provoque. J'aime beaucoup... on dit souvent qu'il n'y a pas d'échec, il y a de l'apprentissage, etc. Ce qui est très vrai, à mon sens. N'empêche que sur le coup... N'empêche que sur le coup, c'est pas facile. Et plus tu vises quelque chose de fort et de haut, plus la chute peut être conséquente.
Mais si tu arrives à mettre de la distance avec tes émotions et à en tirer tous les bénéfices qu'il y a derrière, je te jure que c'est incroyable. Il y a vraiment une espèce de force quand tu arrives à intellectualiser même tes émotions. C'est tellement valorisant envers soi-même que t'en redemandes après. Quelle est ta définition de la détermination alors ? Ma définition de la détermination serait de dire toujours garder le cap malgré les tempêtes, malgré les mutineries, malgré le bateau qui coule à moitié, toujours garder le cap si tu penses au fond de toi que c'est le bon endroit où il faut aller. Et surtout, très important, la détermination, ça veut pas dire ne pas faire d'erreur. Ça veut ne pas dire ne pas échouer. Ça veut juste dire être convaincu de ce que je suis capable de faire. Et tant que j'ai pas tout essayé, il faut que j'essaye. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots artisans de l'esprit qui est le titre de ton podcast ? Moi, j'attache une importance au côté français. La culture française, il y a beaucoup de choses super intéressantes. Et je trouve qu'aujourd'hui, elle est sous-cotée. Même l'artisanat de base est sous-coté. Alors que c'est vraiment des métiers magnifiques. Et je voulais pas quelque chose d'anglais ou d'anglophone. Je voulais vraiment quelque chose qui appartient à la France avec ma propre identité. Et vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler sur lui, je voulais faire un petit clin d'œil à l'état d'esprit. Donc je me suis dit, on peut aussi façonner son esprit comme l'artisan façonne le bois. Qu'est-ce qui t'a manqué à un moment dans ton parcours entrepreneurial ? Je pense de la force des gens autour de moi. C'est t'inquiète pas, prends un chemin et vas-y, moi je t'encourage, vas-y, il y a moyen. N'aie pas peur, vas-y, fonce, échoue le plus rapidement possible. Je pense que c'est ça. Me mettre suffisamment en confiance pour me dire il faut que t'échoues le plus rapidement possible. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Au contraire, c'est très bien. T'en es où aujourd'hui dans ton projet entrepreneurial ? T'as 2 saisons, c'est ça, de podcast déjà derrière toi ? Alors, il y a la 2e saison qui arrive, là, prochainement. Le podcast devient une entreprise. L'idée, c'est de permettre aux entreprises de développer leur notoriété, les marques, les entreprises, etc., à travers du contenu qui est toujours relié aux cultures urbaines. Et ce que j'aime bien, moi, c'est apporter une touche créative et surtout faire ça avec du monde. Donc à côté, j'ai une association qui s'appelle Révolution, Rêve'-Olution. Et l'idée, c'est de ramener des jeunes dans des grosses boîtes, comme celle-ci par exemple, pour leur permettre de faire une immersion et les challenger sur les métiers de l'entreprise. Et je sais qu'à travers Artisans de l'Esprit, avec les entreprises, on peut faire plein de choses comme ça hyper intéressantes, qui peuvent à la fois donner peut-être un déclic à des jeunes, et à la fois montrer aussi aux entreprises qu'il y a des talents dans nos quartiers et qu'on peut faire de belles choses en construisant des ponts. Tu disais tout à l'heure, j'ai raté STAPS parce que peut-être finalement je n'étais pas au bon endroit. Est-ce qu'aujourd'hui tu es au bon endroit ? Totalement. 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 Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux partager à nos auditeurs ? Échouer. Et surtout, être vulnérable, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fort. Et surtout, pour la dernière chose, n'écoutez que des conseils des gens qui sont plus expérimentés que vous. Merci beaucoup Osama Ezzaz d'avoir été l'invité de Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, eh bien foncez vous abonner, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous aussi, soyez déter.